Vous écoutez RFI, il est 6h30 ici à Paris, 4h30 en temps universel. Magali Lagrange. À la une, les tensions qui persistent entre le Burundi et le Rwanda. Cette fois, Bujumbura accuse des soldats rwandais d'avoir passé la frontière il y a quelques jours dans le nord et d'avoir détruit une maison et tabassé son propriétaire. Accusation démentie par Kigali. Le Niger, une attaque contre des soldats nigériens dans la région de Tawa. Des hommes qui protégeaient un site de déplacés maliens. 22 soldats ont été tués, attaque attribuée à des djihadistes. Le Maroc aux urnes, élection législative. Le parti islamiste PJD espère garder le pouvoir, mais il semble talonné par le PAM, réputé proche du Palais Royal. Et puis nous irons à Madagascar. L'entreprise minière chinoise qui provoquait la colère des habitants de Swamaman a finalement décidé de se retirer de cette localité. Les relations entre le Burundi et le Rwanda ne sont donc toujours pas apaisées. Depuis des mois, Bujumbura accuse son voisin d'avoir une responsabilité dans la crise que traverse le Burundi et de chercher à déstabiliser le régime de Pierre Nkurunziza. De son côté, Kigali soupçonne son voisin d'avoir fait cause commune avec les ex-rebelles hutu-rwandais FDLR. Le dernier incident en date à la frontière a eu lieu il y a 3 jours, selon les autorités burundaises. Elles affirment en tout cas que des soldats rwandais ont passé la frontière dans la province de Ngozi, dans le nord. Les précisions d'Esdras Dikoumana. Si on en croit l'administrateur de la commune de Mwumba, des soldats rwandais en tenue militaire ont fait une incursion sur la colline de Savanegwa, dans sa commune mardi. Ils ont détruit une petite maison et tabassé son propriétaire avant de se retirer. Il y a des preuves, assure Emmanuel Ndaïzeye. Côté rwandais, on demande catégoriquement. Le porte-parole adjoint de l'armée rwandaise, René Ngendahimana, a assuré à RFI qu'aucun militaire rwandais n'a franchi la frontière avec le Burundi, dénonçant au passage ce qu'il qualifie de propagande. Il faut dire que les incidents et autres gestes inamicaux se sont multipliés au cours des derniers mois. Bujumbura interdit le commerce de vivres puis le transport en commun entre les deux pays. Leurs ressortissants respectifs ont été expulsés. Et Bujumbura a déjà organisé des centaines de manifestations anti-rwandaises au cours des 2 derniers mois. Mais ce n'est pas tout. Un petit commerçant burundais a été tué par la police rwandaise qui dit l'avoir pris pour un bandit, alors que 4 ressortissants rwandais arrêtés en Ngozi il y a 2 mois sont aujourd'hui portés disparus. De quoi inquiéter donc fortement la communauté internationale, même si on n'entend pas encore de bruit de bottes à la frontière commune des 2 pays. La crise politique en République démocratique du Congo inquiète à l'international et au niveau régional également. Un sommet est prévu sur le sujet en Angola. Ce mois-ci, ce sera dans une vingtaine de jours, le 26 octobre. Mais les premières rencontres vont avoir lieu dès la semaine prochaine, notamment en raison des violences qui ont eu lieu le mois dernier et des difficultés de la classe politique congolaise à s'accorder sur les prochaines élections. Léa-Lisa Vesterov. Vont se réunir d'abord les experts de l'Union africaine, de l'ONU et de la CIRGL, et ce, dès la semaine prochaine. En jeu, le suivi de la situation politique en République démocratique du Congo. C'était l'un des engagements pris par la communauté internationale et 14 pays de la région lors de la signature des accords d'Addis-Abeba en février 2013. Le sommet de Luanda se place donc dans ce cadre. Mais les dizaines de morts dans les manifestations du 19 septembre, tout comme le difficile dialogue politique à Kinshasa, donnent à la réunion des chefs d'État un caractère d'urgence tout particulier, comme l'explique le ministre angolais des Affaires extérieures, Georges Chikoti. Certainement que les élections ne seront pas possibles à la date prévue, devrait être donc à la fin de l'année, mais éventuellement il faudra une certaine période de transition pour que l'on puisse conclure avec les aspects techniques et financiers qui manquent pour la réalisation des élections. Les Nations Unies, l'Union africaine comme les chefs d'État de la région des Grands Lacs pourraient donc proposer un appui technique et financier pour organiser au plus vite les élections présidentielles et législatives au Congo. À voir si le sommet permettra d'aller au-delà des simples recommandations. L'opposant gabonais Jean Ping avait appelé hier à une journée de recueillement dans tout le Gabon en mémoire des victimes de la crise post-électorale. Les Gabonais étaient invités à rester chez eux. Bilan contrasté au lendemain de cette journée. L'activité était quasi normale à Libreville et Port-Gentil, même si la circulation semblait moins dense que d'habitude en fin de journée dans la capitale. Le gouvernement gabonais parle d'un flop magistral. L'opposition, elle, avance le chiffre de 75% d'absentéisme dans l'administration. RFI.
Une attaque dans la région de Tawa, au Niger. C'est un site sur lequel sont réfugiés des Maliens de Tessalit qui a été pris pour cible. Les soldats qui protégeaient ce site, 22 d'entre eux ont été tués. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais les soupçons se portent sur des djihadistes. Les assaillants ont attaqué en plein jour et surpris l'armée nigérienne. Moussa Kaka. C'est la première fois qu'il y a eu un nombre assez élevé de soldats tués dans cette partie septentrionale de la région de Tawa et frontalière du Nord Mali. Le bilan provisoire est lourd. 22 soldats tués et achevés d'une balle dans la tête. La surprise et la rapidité des actions du commando terroriste en plein jour et aux environs de 14h heure locale n'a laissé aucune chance aux soldats nigériens qui assuraient la sécurité du camp de réfugiés maliens de Tessalit, situé à 35 km à l'ouest de la préfecture de Tassara. Dans leur fuite en direction de la frontière malienne, les assaillants ont emporté des armes et des munitions, ainsi qu'un véhicule 4x4 de l'armée nigérienne. Des sources sécuritaires ont indiqué que les poursuites sont engagées pour retrouver les assaillants. Le dispositif Barkhane a également été alerté. Depuis quelques mois, on constate un regain de tension dans cette partie de l'Azawad nigérien, un véritable no man's land où les narcotrafiquants et autres terroristes imposent leurs lois. Moussa Kaka, Niamey, RFI. Pour la première fois depuis 1 an et demi, un bateau de croisière a jeté l'ancre à Tunis hier. Tous les paquebots avaient déserté le port depuis l'attentat contre le musée du Bardo, attaque revendiquée par le groupe État islamique qui a fait 22 morts, une majorité de touristes étrangers. Reportage Justine Fontaine. Le ministère du Tourisme et les autorités portuaires ont soigné les 300 passagers de ce paquebot allemand. Pour cette escale exceptionnelle, ils ont invité un chanteur lyrique à se produire devant les touristes. Certains ont préféré rester sur le bateau ou dans l'enceinte du port de la Goulette. Un peu plus d'un tiers des passagers, par contre, sont sortis visiter Tunis et ses environs, comme Gabriella, qui vit à Berlin. Je me sens bien ici et je n'ai pas peur. L'enjeu principal de cette escale, c'est la sécurité. Mohamed Sekiri est commandant du port de la Goulette. On a eu pas mal de coopération avec les forces de l'ordre de Tunis. C'est très discret pour ne pas gêner éventuellement les touristes. En fait, des policiers sont visibles aux abords du port et sur les lieux d'excursion, mais ça ne dérange pas Evelyne, une touriste allemande. Il y avait partout la police, ils ont regardé ce que les gens font. Je trouve que c'était très agréable, oui. Selon le ministère du Tourisme, les prochaines escales auront lieu en janvier 2017. Si la situation sécuritaire continue de s'améliorer, les autorités et les commerçants espèrent un retour des croisières régulières dans environ 1 an. Justine Fontaine, de retour du port de la Goulette, RFI. Journée d'élection aujourd'hui au Maroc, scrutin législatif. 15 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. 5 ans après l'adoption de la nouvelle constitution, dans la foulée des printemps arabes, 5 ans après les dernières législatives remportées par le parti islamiste PJD, le duel s'annonce cette fois serré avec les modernistes du PAM, quant à eux réputés proches du roi. Casablanca, Sarah Doublier. Affaiblis au sein même de leur coalition gouvernementale après le départ en 2013 de leurs alliés de l'Istiklal, le PJD conserve une grande popularité auprès de ses militants. Pour preuve, le parti avait remporté le plus grand nombre de régions lors des dernières élections locales l'année dernière. Fort d'un vivier de militants disciplinés et convaincus, le PJD a mené campagne sur son bilan gouvernemental et s'est attaché à moderniser sa communication par une présence accrue dans les réseaux sociaux. Si son discours religieux et anti-corruption continue de séduire les classes moyennes, le PJD fait face cette année à un adversaire coriace, les sociaux-libéraux du PAM. Anti-islamiste convaincu, le très jeune parti Authenticité et Modernité a réalisé une percée spectaculaire dans les petites communes aux dernières élections locales. Le parti est entré en croisade contre le PJD, qu'il accuse d'être responsable d'une montée du fondamentalisme religieux au Maroc. En retour, le PAM est souvent taxé d'être favorisé par le palais. Un duel moderniste-islamiste qui ne passionne pourtant pas les foules. Si les appels à se rendre aux urnes se sont multipliés, le taux d'abstention pourrait être supérieur à celui des dernières législatives de 2011, où moins d'un Marocain sur 2 s'était rendu aux urnes. Sarah Doublier, Casablanca, RFI. Les élections communales, celles-ci, en Guinée, elles auront lieu en février prochain. Décision prise par consensus entre opposition et majorité dans le cadre du dialogue national lancé il y a 2 semaines. Les dernières élections locales en Guinée remontent à 2005. Depuis plusieurs années, le scrutin était reporté. La Guinée, où les gendarmes ont dispersé hier une manifestation à Guékédou, dans le sud du pays. Les manifestants protestaient contre les nombreux vols de 2 roues dans cette ville. Ils demandaient que 3 voleurs présumés leur soient livrés
livrés. Plusieurs véhicules de la ville ont été brûlés et saccagés lors de cette manifestation. Mouvement de grève dans les hôpitaux publics du Soudan. Les médecins demandent de meilleures conditions de travail, une hausse de salaire et surtout plus de sécurité. Hier, seules les urgences étaient prises en charge. Les habitants du village malgache de Swamaman obtiennent gain de cause. Depuis plusieurs semaines, ils protestaient contre une entreprise minière chinoise qui avait obtenu un permis d'exploitation, notamment pour chercher de l'or dans le sous-sol. Une partie des villageois voulait qu'on leur rende leurs terres, qu'ils considèrent comme sacrées. Après plusieurs manifestations violemment réprimées, l'entreprise chinoise quitte finalement la zone. Jeanne Richard. Les tractopelles de la mine ont déserté Swamaman. Sur la parcelle où étaient installés les équipements des Chinois ne restent désormais que quelques tentes. Hier, au lieu de la manifestation hebdomadaire contre le projet minier, la population a écouté le discours officiel de l'annonce du retrait des Chinois, même si certains n'osent toujours pas y croire. Selon le ministre des Mines, Yingba Zaflai, ce retrait a eu lieu dans l'intérêt de tous pour assurer la stabilité de la zone. Car ces dernières semaines, la tension entre les manifestants et les autorités a en effet atteint son apogée avec des affrontements à coups de jets de pierre et de grenades lacrymogènes. Pour le ministre des Mines, le problème c'est, je cite, que l'affaire ait été politisée alors que les procédures légales avaient toutes été respectées. Il promet d'en tirer des leçons et d'inclure plus de données sociales dans le futur code minier, une loi très attendue depuis déjà 2 ans. Jusqu'à présent, il assure que les Chinois n'ont pas obtenu de contrepartie à leur départ et qu'ils sont toujours en possession du permis d'extraction. Des réunions doivent maintenant avoir lieu pour décider des suites à donner. Il affirme que toutes les parties concernées par l'affaire seront présentes. Jeanne Richard, Antananarivo, RFI. Et au cours des manifestations contre la présence de cette entreprise chinoise à Swamaman, plusieurs personnes ont été arrêtées. Elles sont toujours détenues. Les villageois demandent leur libération, mais elles restent pour l'instant poursuivies. Le président du Zimbabwe veut assouplir les lois dites d'indigénisation, des textes controversés qui obligent les entreprises étrangères à céder la majorité de leur part à des investisseurs locaux. Déclaration du chef de l'État hier en ouverture de la session annuelle du Parlement. Robert Mugabe a rappelé les graves difficultés économiques que traverse le Zimbabwe. 6h42 ici à Paris. Afrique Matin sur RFI. Magali Lagrange. Dans 10 minutes, nous retrouverons Norbert Navarro. Il a feuilleté les journaux pour nous ce matin. La revue de presse Afrique, ce sera donc tout à l'heure après les invités de la rédaction. Quelle sera votre politique africaine si vous êtes élu président de la France? Voilà la question que nous posons aujourd'hui aux 7 candidats à la primaire de la droite et du centre. Le vote aura lieu le mois prochain en France. Celui qui sera choisi sera donc le candidat de la droite et du centre pour la présidentielle. Pour commencer ce matin, nous vous proposons d'entendre la réponse à cette question des 2 favoris de la primaire, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Pour la première fois depuis le début de la campagne, ils dévoilent leur programme pour l'Afrique. L'ancien Premier ministre, d'abord Alain Juppé, répond à Pierre Lépidi du journal Le Monde et à Christophe Boisbouvier. Alain Juppé, bonjour. Bonjour. Si vous êtes élu, qu'est-ce qui changera dans la relation entre la France et l'Afrique ? La volonté d'un partenariat à égalité. Il faut que nous sortions d'une vision maintenant dépassée de nos relations avec l'Afrique, fondée essentiellement sur l'aide au développement. Maintenant, c'est le partenariat d'égal à égal qui est important, dans le cadre notamment de la présence des entreprises françaises en Afrique. Beaucoup disent François Hollande a échoué en politique intérieure, mais en politique étrangère, il a plutôt réussi, notamment en Afrique. Je ne partage pas du tout ce point de vue. Il a réussi sur certains points ponctuels, comme notre présence au Sahel. En revanche, sa politique européenne est un échec désastreux. Quant à l'absence totale de la France au Proche-Orient, elle est maintenant constatée par tout le monde. Vis-à-vis de l'Afrique, je crois que notre nouvelle relation doit reposer sur 3 grands axes. D'abord, la dimension politique. Les choix politiques des Africains se font en Afrique et pas à Paris. Ça sera, moi, ma ligne directrice. On a progressé dans ce sens. Ce n'est plus la situation qu'on a connue dans les décennies passées, mais il faut vraiment afficher très clairement notre intention dans ce domaine. Le deuxième point, c'est la dimension économique. Plutôt l'investissement et le commerce que l'aide. Et puis enfin, je ne veux pas oublier la dimension culturelle, la dimension linguistique. Nous sommes amis des pays anglophones, bien entendu, mais nous avons une relation particulière avec les pays francophones parce qu'une langue, ça n'est pas simplement des mots, c'est aussi une façon de penser et une façon d'être que l'on partage. Cette langue, elle est en partage, elle nous appartient à tous. Il faut donc en assurer la promotion. Quand vous dites que la politique africaine ne doit plus se faire à Paris, est-ce que vous pensez peut-être à ceux qui disent que Ali Bongo, en 2009, a été installé au pouvoir avec l'aide de Nicolas Sarkozy ? Je veux sortir de cette problématique-là. Aujourd'hui, il y a des élections, il y a des processus
processus démocratique interne au Gabon et je crois que la France n'a pas à mettre son grain de sel dans le choix des Gabonais. Et vous pensez, comme l'opposition gabonaise, que la réélection très controversée d'Ali Bongo, c'est un déni de démocratie ? Il y a eu des observateurs européens dans cette élection. La Cour constitutionnelle s'est prononcée. C'est aux Gabonais de régler cette question. Alain Juppé, quand vous êtes arrivé au Quai d'Orsay en 2011, est-ce que vous avez dû mettre fin à certaines pratiques franco-africaines que vous avez toujours dénoncées ces dernières années ? Nous avons simplement envoyé un certain nombre de messages sur le respect des règles démocratiques. Je l'ai fait à propos de l'élection au Sénégal, quand le président Wade a voulu prolonger le nombre de ses mandats. Et voilà, notre message a été bien reçu et ensuite ce sont les Sénégalais qui ont choisi librement. La France a perdu la moitié de ses parts de marché en Afrique depuis le début du siècle et Alassane Ouattara dit que c'est notamment dû à la frilosité des chefs d'entreprise français. C'est dû à deux choses. C'est dû d'abord à la montée en puissance des autres. Le monde a changé, la mondialisation est à l'œuvre, la Chine est devenue l'une des premières puissances économiques du monde. Il est normal que les parts de marché se rééquilibrent d'une certaine manière. Mais c'est dû aussi, c'est vrai, à une certaine frilosité française. Alors nous avons un débat souvent avec les chefs d'entreprise qui nous disent mais c'est la politique qui ne va pas assez loin. Nous nous disons ce sont les entrepreneurs qui ne sont pas assez audacieux. Il faut sortir de ce match de ping-pong, si je puis dire. Il faut absolument que nos PME en particulier soient davantage entreprenantes parce que c'est leur intérêt. C'est en train de changer, ça change. Dans cette élection primaire de la droite et du centre, sur la politique de la France vers les pays du Sud, est-ce qu'il y a une différence, Alain Juppé ? Je n'ai pas beaucoup entendu mes concurrents s'exprimer sur ces sujets-là. On verra ce que les uns et les autres en disent. En tout cas, moi, ma conviction, elle est bien ancrée. Il faut faire de ce partenariat entre la France et l'Afrique un axe fort de notre politique. Ça passe aussi, et c'est peut-être une des raisons des frilosités de certaines entreprises françaises, par le rétablissement de la compétitivité de nos entreprises. Vous avez un concurrent quand même qui a beaucoup parlé de l'Afrique ces 10 dernières années, c'est Nicolas Sarkozy. Quelle est votre différence avec lui ? J'aime l'Afrique. J'ai eu la chance m'y rendre souvent. J'ai beaucoup d'amis africains. Nous avons à Bordeaux une communauté africaine extrêmement importante. Nous avons des partenariats avec beaucoup de villes africaines comme Ouaga, comme Bamako. Donc voilà. Voulez-vous dire qu'à la différence de Nicolas Sarkozy, vous pensez que les Africains sont assez entrés dans l'histoire ? Je vous fais confiance pour commenter les propos que je viens de tenir et chercher la différence. Sur le Rwanda, M. Kagame a eu des mots assez durs à votre rencontre. Est-ce que si vous êtes élu, vous entendez maintenir des relations diplomatiques avec le Rwanda et dans quel cas ? Bien sûr, nous n'avons pas rompu les relations diplomatiques. Je n'en démordrai pas. La France n'a pas à se reprocher son attitude entre le moment où le gouvernement d'Édouard Balladur a été constitué, c'est-à-dire en avril 1993. Nous avons cherché par tous les moyens à réconcilier les parties rwandaises. Et d'ailleurs, à cette époque-là, après les accords d'Arusha, M. Kagame avait rendu hommage à la France. Ensuite, au moment où le génocide s'est déclenché, il faut quand même se rappeler que c'est la communauté internationale qui a pris la poudre d'escampette et que l'opération turquoise est à l'honneur de la France. Voilà, je ne veux pas en faire un sujet de polémique. Et naturellement, nous sommes tout à fait prêts, je suis tout à fait prêt demain à coopérer avec le Rwanda, qui est un pays important dans cette région et qui se développe de façon tout à fait impressionnante. Alain Juppé, merci. Voilà pour le point de vue d'Alain Juppé. Voici maintenant Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, également avec Christophe Boisbouvier. Nicolas Sarkozy, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Si vous êtes élu, qu'est-ce qui changera dans la politique africaine de la France ? Je ferai de l'Afrique l'une des toutes premières priorités de la politique étrangère française. Il faut considérer que l'échec de l'Afrique serait un drame pour l'Europe. Beaucoup des solutions aux problèmes de l'Europe se trouvent en Afrique, notamment la solution à la crise migratoire. Je veux comme première priorité poser les bases d'un gigantesque plan Marshall de développement de l'Afrique. C'est la seule solution pour tenter de maîtriser des pulsions et des mouvements migratoires dont l'ampleur est sans précédent depuis l'origine de l'humanité. Les chiffres sont considérables. L'Afrique va passer en 30 ans de 1 milliard à 2 milliards 300 millions. L'argent investi par l'Europe doit s'investir dans le développement de l'Afrique, beaucoup plus qu'en pure perte pour soutenir la Turquie, voire d'autres pays européens. Au Gabon, la réélection d'Ali Bongo est très controversée et a fait sans doute plusieurs dizaines de morts. Pensez-vous, comme beaucoup d'observateurs, qu'il y a eu trucage et que le vrai vainqueur, c'est Jean Ping ? D'abord, j'ai eu l'occasion, il y a quelques mois, de recevoir Jean Ping. Et ce n'est pas d'hier que je suis préoccupé de l'évolution gabonaise. Le Gabon était un havre de paix avec les grandes expériences de feu Omar Bongo. Et vous savez comme moi que l'âge et l'ancienneté dans les fonctions, ça pèse en Afrique. Le doyen. Le doyen, ça compte. J'ai vu les élections au Gabon, elles sont incontestablement une occasion manquée. Les chiffres qui ont été publiés provoquent au minimum l'étonnement.
Et la seule chose qui compte maintenant, c'est d'éviter que le Gabon verse dans la violence. Des initiatives politiques fortes doivent être prises par Ali Bongo. Maintenant, je voudrais vous dire que la contestation montre que le recomptage était sans doute la seule solution possible. Il va y avoir des élections législatives en décembre. Elles doivent être le nouveau rendez-vous et celui-ci, je l'espère de tout mon cœur, pas manqué pour la démocratie au Gabon. En 2009, la première élection d'Ali Bongo était déjà très controversée et pourtant vous l'aviez soutenu avant et après l'élection, vous l'aviez félicité juste après sa victoire officielle. Si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez ? Bon, enfin, en 2009, l'importance des contestations n'avait pas été... Ah si, André Baobab n'était pas du tout d'accord avec... Vous vous souvenez quand même. D'abord, en Afrique, c'est comme en France, tous les leaders ne sont jamais d'accord. Bon, la France n'a pas fait l'élection d'Ali Bongo. Ceux qui disent ça ne connaissent rien au Gabon. Et d'ailleurs, sont insultants pour les Gabonais. Mais l'élection récente n'a rien à voir avec celle de 2009. L'élection récente est entachée d'un certain nombre de doutes. Tout le monde le dit et je me joins à cette analyse. Et quand Alain Juppé dit que les choix politiques des Africains se font en Afrique et non plus à Paris, est-ce que vous vous sentez visé ? Comme il a été mon ministre des Affaires étrangères, s'il était visé, il se vise lui-même. Au Congo-Kinshasa, le président Kabila fait repousser les élections et réprime violemment son opposition. Plus de 50 morts le 19 septembre dernier. Quand François Hollande dénonce des exactions venant de l'État congolais lui-même et dit que c'est insupportable, est-ce que vous êtes d'accord ou pas ? Oui, je crois que l'une des choses les plus importantes pour l'Afrique, c'est de définir urgemment ce que pourrait être le statut des anciens chefs d'État. Excusez-moi, ce qui se passe en République démocratique du Congo n'est pas admissible, mais c'est ce qui s'est passé au Niger avec le président Tandja, c'est ce qui s'est passé au Burkina Faso avec le président Blaise Compaoré. Il y a une constitution, que chacun respecte la constitution. Il se trouve que pour le président Kabila, il a fait 2 mandats. La constitution prévoit qu'il ne peut pas faire un 3e. Et il ne se donne même pas la peine de modifier la constitution, il repousse simplement la date des élections, personne ne peut considérer que c'est normal. Nicolas Sarkozy, beaucoup d'Africains ont été sincèrement choqués par votre discours de Dakar sur les Africains qui ne sont pas assez entrés dans l'histoire. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous leur dites ? Vous savez, cette phrase en soi n'est pas choquante, mais si elle n'a pas été comprise, c'est sans doute de ma faute. Qu'est-ce que je dis aux Africains ? Qu'ils n'ont pas la place qu'ils méritent dans l'Organisation internationale du monde. Je n'accepte pas qu'il n'y ait pas un seul pays africain membre du Conseil de sécurité, membre permanent. Dans mon esprit, il en faudrait au moins 2. Dans l'enquête sur le financement de votre campagne 2007, la justice française vient de se procurer le carnet d'un dignitaire libyen aujourd'hui décédé, dans lequel il est écrit que la Libye du colonel Kadhafi a versé à l'époque quelques 6,5 millions d'euros. Quelle est votre réaction ? Enfin, la guerre en Libye a duré 10 mois. Pendant 10 mois, le colonel Kadhafi était vivant. S'il avait eu la moindre pièce contre moi, pourquoi ne s'en est-il pas servi ? Son fils, parce qu'il n'y a rien. Mais pourquoi lui ne s'en était pas servi alors que je conduisais la coalition contre lui ? On ne peut pas à la fois me reprocher d'avoir conduit au départ du colonel Kadhafi, l'un des dictateurs les plus sanglants, et en même temps m'accuser de quoi ? C'est grotesque. Et le document publié par Mediapart a été montré à la justice qui a conclu que c'était vraisemblablement un faux. Alors voilà que la campagne de 2017, on trouve un carnet, un nouveau faux document. Ah, le problème, vous savez quoi ? C'est que l'auteur de ce carnet s'est noyé dans le Danube. Est-ce moi qui l'ai noyé ? Enfin, un peu de dignité, un peu d'honnêteté, un peu de recul. Nicolas Sarkozy, on voit bien ce qui vous distingue d'Alain Juppé sur les questions de politique intérieure. On le voit moins sur la politique africaine et sur la politique étrangère. Alors, qui propose un plan Marshall pour l'Afrique ? Qui propose le conditionnement de l'aide économique à un accord sur la lutte contre l'immigration clandestine ? C'est moi. J'aime l'Afrique, j'y vais très souvent. Je ne pense pas qu'il y ait un autre candidat qui ait une politique africaine aussi complète, aussi cohérente. Nicolas Sarkozy, merci. Et pour entendre les 7 candidats à cette primaire de la droite et du centre français, rendez-vous à 11h40 temps universel et 17h10 temps universel. Chacun d'entre eux exposera à son tour ses priorités pour la politique africaine de la France. Et dès maintenant, vous pouvez tout retrouver sur le www.rfi.fr. Bonjour Norbert Navarro. Bonjour Magali, bonjour à tous. À la une de la presse africaine, l'attaque terroriste dans un camp de réfugiés maliens à Tessalit dans le nord du Niger. 22 soldats nigériens y ont été tués. Oui, ils étaient gendarmes, ils étaient militaires, ils assuraient la sécurité de ce camp. Hier soir, à la télévision, le Premier ministre nigérien Guy Rafini a confirmé l'attentat, a-t-il dit, souligne African News, prévenant que le nombre de morts
pourrait augmenter. L'attaque éclair a eu lieu à 14h22 heure locale, précise Actu Niger. L'assaut a été confirmé par le Haut Commissariat aux réfugiés qui dispose de personnel sur place. Une quarantaine d'assaillants, vraisemblablement d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, ont pris d'assaut l'installation sécurisée par des gardes, des gendarmes et des militaires nigériens. Ceux-ci ont été pris par surprise alors qu'ils déjeunaient. Un seul réfugié aurait été blessé et une ambulance brûlée, complète ce site nigérien d'information en ligne. Actu Niger rappelle également que la partie nord du Mali abrite depuis près de 5 ans plusieurs groupes terroristes proches d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, d'Ansardine et d'autres mouvements rebelles qui mènent des attaques meurtrières de part et d'autre de la frontière commune entre le Niger et le Mali. Étant en effet rappelé que cette attaque du camp de Tézalit intervient dans une région où les groupes terroristes circulent en se souciant des frontières comme d'une guigne, le Républicain à Bamako souligne que depuis le début de la semaine, d'autres raids ont également été signalés au Nord Mali, comme le formule ce grand quotidien malien. L'hydre à plusieurs têtes qu'est le terrorisme fait quasi quotidiennement des morts parmi les forces engagées dans la lutte contre le terrorisme, souligne donc ce quotidien malien. Le Maroc aux urnes pour des élections législatives avec 2 formations politiques en pole position. Oui, le parti islamiste du PJD compte bien conserver le pouvoir avec sur ses talons le PAM, proche du roi. Ce scrutin à un tour à la proportionnelle pourrait bien en effet consacrer la bipolarisation de la vie politique marocaine. À noter le vif intérêt de la presse française pour ce scrutin. C'est ce que ramassait en un titre déjà hier le journal Le Monde en évoquant ce duel à l'ombre du roi. Le souverain chérifien justement était aussi en photo en une du journal Le Figaro ce matin qui explique comment Mohamed VI canalise les islamistes. Libération n'écrit pas autre chose en soulignant ainsi que le PAM a fait appel à une multitude de cabinets conseils en stratégie électorale, marketing, communication, événementiel et se vante de mener une campagne à l'américaine. Mais pour Libé, ce qui est avant tout à souligner, c'est qu'au Maroc, les islamistes sont au centre du jeu. Ces législatives, en tout cas, constituent un test crucial de la sincérité du virage démocratique amorcé par le roi Mohamed VI en 2011, prévient Libération. Merci Norbert Navarro. Nos revues de presse à retrouver comme tous les jours sur notre site internet le www.rfi.fr. Vivez votre passion du sport avec MoneyGram, transfert d'argent. Bonjour Cédric de Oliveira. Bonjour Magali. C'est parti pour la dernière ligne droite des qualifications à la Coupe du Monde 2018 de football. Oui, première journée de ce 3e et dernier tour de qualification sur le continent avec un seul match au programme dans le groupe E. Le Ghana, privé d'André Ayew et d'Asamoah, sera favori face à l'Ouganda. Coup d'envoi à 15h30 TU à Tamale dans le nord du pays. Pour rappel, seuls les premiers des 5 groupes de ces éliminatoires seront qualifiés pour la phase finale. Et ça promet donc quelques belles empoignades. Pourquoi pas dès ce week-end entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Les 2 pays limitrophes qui s'affrontent ce samedi à Bouaké. Une équipe des Aigles qui a longtemps nourri un complexe d'infériorité face à son voisin ivoirien. Mais le rapport de force commence peu à peu à s'équilibrer. Mahamadou Kaloga. Sur la soixantaine de rencontres entre le Mali et la Côte d'Ivoire, les Aigles totalisent 5 victoires seulement et 9 nuls. Les Ivoiriens, eux, ont su, par de réelles bonnes qualités, maintenir et accentuer ce mythe d'invincibilité de joueurs capables à tout instant de s'imposer. Cet état perdure-t-il ? Boubacar Baba Diarra, président de la Fédération malienne de football. Aujourd'hui, je peux dire que ce complexe a tendance à disparaître parce que nous avons une nouvelle génération de joueurs avec un mental de compétiteur. Ce mental a été forgé dans les centres de formation et au niveau des clubs professionnels de ces jeunes. Quant au capitaine des Aigles, Yacouba Silla, qu'est-ce qu'il en pense ? Lors du dernier match en Coupe d'Afrique, on a montré qu'on pouvait rivaliser avec cette équipe-là. Après, la plupart de cette génération-là n'a pas connu cette période-là, et notamment aussi des confrontations contre la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai joué aucun match contre la Côte d'Ivoire. Et voilà, on est tous des joueurs évoluant tous en Europe, en Ligue 1, dans les grands championnats. Ça va être un match disputé, difficile à jouer, on le sait.
passer, mais on y va en toute humilité, en essayant de faire un résultat. Le regain de confiance se justifie aussi par les excellents résultats du football malien cette année 2016 avec la qualification de toutes les catégories aux différentes phases finales africaines, une première continentale pour un pays. Mamadou Kaloga Bamako, RFI. Côte d'Ivoire-Mali, ce sera ce samedi à 18h TU. Et puis un résultat qui ne concerne une équipe qui est déjà éliminée de la course mondiale. La Mauritanie s'est lourdement inclinée face au Canada 4-0 en match amical. Et puis chez les filles, l'aventure s'arrête pour le Cameroun à la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Troisième et dernier match de poule pour les jeunes Lionnes qui affrontent l'Allemagne pour l'honneur. Après 2 défaites lors des 2 premières rencontres, elles sont déjà éliminées. Coup d'envoi donc de ce match, ce sera à 16h TU en Jordanie. Merci Cédric De Oliveira. Dans quelques secondes, maintenant c'est un nouveau journal. L'actualité internationale revient sur RFI. Le journal des sports Afrique vous a été proposé par MoneyGram Transfert d'argent. Plus de 30 000 points de vente MoneyGram à votre service partout en Afrique. MoneyGram, le lien qui vous rapproche.